You need help? Hey, what if you try walking back slowly? Brian. Walk back very slowly. That was hella sketchy when there were two. Hey, the good news is you can protect yourself with the bike as a shield. But not when there's two. I got you, dude. I can come up there. That was... Just start inching back, dude. I want him to go back. Where the hell's he going? I don't know. We'll see how long this goes on for. Hey, so let's plan an attack here. What happens if it comes after you? What do you want me to do? You come here, okay? Stop videoing. Salut tout le monde, moi j'espère que vous allez bien. Ici on a le retour du soleil, enfin première gelée blanche ce matin. Mais ça fait du bien, ouais, temps plus qu'automnal ces derniers jours. Voilà, je voulais revenir en vidéo sur la publication d'hier voilà, qui concernait l'arrêté prise par la maire de Baratier pour interdire l'accès à la montagne juste au-dessus du fait d'un patou sur les dents à cause de trop de prédation. Voilà, je voulais repréciser certaines choses qu'on voit. J'ai vu beaucoup de commentaires, parfois cool, parfois pas cool. Globalement, voilà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens voient les montagnes comme des espaces naturels qui appartiennent à tout le monde. La réalité, c'est que ce sont des espaces qui appartiennent forcément à quelqu'un. Vous êtes toujours chez quelqu'un en montagne, que ce soit du privé, du collectif, du communal. Et s'il y a des bergers, c'est parce que il y a de la location d'espace pour faire pâturer les brebis. Donc quand vous louez un appartement, personne rentre chez vous, bah, ici c'est pareil. Donc globalement, les activités de multi-usage sont tolérées parce qu'on est dans le partage la plupart du temps. Et c'est pas un dû. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, pourquoi j'étais ravi, tout simplement parce que ça fait un moment que je dis que de toute façon, à un moment donné, les maires vont devoir prendre des arrêtés pour interdire le passage des randonneurs, etc. sur les montagnes à cause des chiens de protection, parce que globalement aujourd'hui, pour faire face à la prédation qui est conséquente, qui augmente chaque année, hein, il faut relire, et je vous invite à le relire,
le bilan de 27 ans de cohabitation avec les loups qui a été publié par l'INRAE et Coadapt. J'ai pas de part, hein, c'est un institut public, c'est de la recherche. Et on voit que de toute façon les moyens de protection échouent, hein, globalement. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis ravi parce que finalement, depuis des années, on nous dit mettez des chiens, il n'y a pas de chiens, c'est normal, les bergers font pas leur boulot, etc. Bon, il se trouve que la plupart des troupeaux sont gardés, désormais il y a des chiens, et là je veux dire qu'on parle plus d'un chien, hein. On commence à parler de beaucoup de chiens sur les troupeaux, tout simplement parce qu'il faut équilibrer le nombre de chiens face au nombre de loups qui est en face, et comme ils sont de plus en plus nombreux, bah forcément de fait les chiens augmentent. Globalement ici, entre mon alpage ici et puis ce qui part derrière la ligne de crête là juste en haut, jusqu'à un autre alpage, vous allez croiser 1, 2, 3, 4 troupeaux, il y a à peu près 12 chiens. 12 chiens sur une balade qui fait à peu près 4h30 quoi, grand maximum. Donc on met des chiens parce que globalement c'est quand même ce qui est laisse encore un peu d'efficacité pour repousser les attaques pour le moment. Sachant que dans le sud de la France, qui ont du loup depuis un peu plus longtemps qu'ici, maintenant c'est des meutes de 7 à 10 chiens. Et puis ça va augmenter, tout simplement pourquoi ? Quand on était à la FAO avec des collègues sur le forum des connaissances pastorales, je ne sais plus quand c'était, en novembre dernier. Oui, c'est possible, un berger qui vit avec son temps. Désolé, on n'est pas que des cutéreux. Donc quand on était à la FAO, et en plus on voyage à la FAO à Rome, on discutait avec des écologues espagnols, des bergers, etc. Et dans un coin de l'Espagne, au nord de Madrid, c'est un endroit où il y a des transhumances pendulaires historiques avec des gros troupeaux de mérinos. C'est des meutes de 20 à 25 chiens qui sont là-bas. Et le loup n'a jamais disparu. Donc il y a des meutes de 20 à 25 chiens. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire par chez nous, 20 à 25 chiens dans des espaces où le multi-usage est de mise, où on doit composer avec les VTT, avec les parapentes, avec les randonneurs, avec les gens de passage, avec voilà, tout un tas de gens. Et du coup, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire 20 à 25 chiens, même s'ils ne mordent pas. Je pense que vous passez pas, tout simplement, en fait. Si les chiens démarrent, l'effet de meute fait que tous les chiens vont démarrer et que du coup, ça va être compliqué. Donc, globalement, aujourd'hui, il faut savoir aussi que les bergers et les éleveurs bergers ont l'obligation d'avoir 2 sur 3 des moyens de protection imposés, hein, donc berger, parc de nuit, regroupement de nuit ou filet et chien de protection. Sinon, il n'y a pas d'indemnisation des brebis. Donc globalement aujourd'hui on compose avec 2 choses assez efficaces, hein. C'est la présence humaine et les chiens, donc ça retarde un peu, ça permet d'anticiper les attaques, mais globalement ça fait pas tout, et c'est le cas de le dire, la prédation augmente de toute façon tous les ans, puisque de toute façon la population de loups augmente. Il faut savoir aussi que à tous les amis pas de souci Nico. À tous les amis voilà, qui sont des défenseurs puristes, ça devient de l'idéologie pure et dure, hein. Je veux dire, chacun choisit ses œillères, mais celles-ci elles sont bien harnachées. Sur les loups, vous êtes en train de créer une espèce que globalement personne n'a connue jusqu'à aujourd'hui, puisque le loup a toujours été chassé d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne l'est plus aujourd'hui, il est surprotégé. La même chose pour l'ours. Donc on est en train de créer des espèces prédatrices de toutes parts, avec des comportements qu'on n'a jamais vus auparavant. Voilà, ça c'était un petit aparté, mais qui est important de souligner. Vous avez l'impression de laisser la nature sauvage, mais finalement, même par votre inaction et le fait de tout protéger, vous avez une influence aussi sur le sauvage, puisque vous lui permettez de s'habituer à l'homme, à ses troupeaux, et de se rapprocher de plus en plus. Donc on a affaire à une super espèce, voilà, une super espèce qu'on n'a jamais vue, même nos anciens qui le chassaient, tout le monde se réfère aux anciens, mais les anciens, ils n'ont jamais connu cette espèce-là. Voilà, une espèce de loup qui n'a plus peur de l'homme et qui s'approche et qui vient manger dans les troupeaux.
Donc voilà, donc globalement, en fait, qu'est-ce qui va rester aux maires des communes pastorales? Eh bien, c'est ce qu'a fait la maire de Baratier et ce que commencent à faire d'autres maires. J'ai quelques exemples par ici. Interdire la randonnée, interdire le multi-usage sur les espaces pastoraux parce que trop dangereux, parce que trop de chiens. Et comme ils ne peuvent plus interdire aux bergers et aux éleveurs de mettre des chiens, puisque c'est une obligation désormais, ils n'auront plus le choix que pour protéger la population. Et on ne devrait pas s'en plaindre, ils font leur boulot de maire. Ils n'ont plus le choix que de mettre des arrêtés municipaux pour interdire la randonnée et fermer ces montagnes. Donc c'est un effet pervers. Globalement, on est plutôt des gens bien élevés, on veut partager nos montagnes, on veut partager notre métier, on veut partager nos espaces. Le partage doit être dans les deux sens, hein. Les gens qui s'y rendent aussi doivent partager, donc faire attention. Et du coup, on est... Non, c'est pas des... Enfin, ouais. Bon, désolé, je lis les commentaires en même temps, des fois c'est compliqué. Du coup, voilà, ça va interdire les espaces et finalement on va arriver à un effet pervers, on va monter les gens les uns contre les autres. Alors c'est quoi la solution? La solution, ce serait certainement que l'État arrête de tout décider d'en haut et laisse les maires des communes pastorales, laisse les maires et les comcom de ces espaces définir quels sont leurs projets de territoire. Des territoires comme la Haute-Savoie, où on est sur des territoires de production laitière, production fromagère AOP, d'autres territoires où on est sur des productions de viande, aussi d'agneaux AOP, etc. Voilà, je pense que c'est toutes des filières nobles qui nourrissent la population. Et non, l'arrêté interdit pas l'accès aux chasseurs, puisqu'on a besoin des chasseurs pour exercer les tirs de défense. Donc c'est à l'État certainement de laisser aux maires la possibilité de gérer leur projet de territoire. C'est ce qui est fait par exemple en Espagne, hein, où on a des endroits où globalement la prédation, donc les loups sont strictement protégés, et des endroits où il est chassable. Ça permet de gérer un peu la prédation sur les espaces. Sachant qu'aujourd'hui en France on a des loups qui arrivent en Saône-et-Loire, qui sont en Normandie et qui commencent de fait à s'attaquer aux troupeaux domestiques. Du coup voilà, c'était un petit aparté par rapport à ça, pour remettre un peu de pédagogie dans quelque chose d'assez radical. Et globalement, moi j'aime la radicalité parce qu'elle permet de poser les choses. Et il va sérieusement falloir qu'on arrête de créer un débat qui n'en est pas un, quoi, et qu'on repositionne les choses avec un vrai projet, avec des vrais projets de territoire. La faune et la flore, on la respecte et puis on l'entretient ici malgré tout ce qu'on peut lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis un dernier tour sur le Mont Blanc qu'on voit aujourd'hui et sur le reste du troupeau qui est bien calme et qui pâture. Allez, ciao, bonne journée!